one right there that made me the greatest player of all time. That's what I felt. I was super ecstatic to win one for Cleveland because of the 52-year drought. Like, I was ecstatic. Like, obviously, I showed that the first wave of emotion was when y'all everyone saw me crying. Like, that was all for 52 years of everything in sports going on in Cleveland. And then after I stopped, I was like, that one right there made you the greatest player of all time. Bonsoir à toutes et à tous, ou plutôt bonjour en fonction du moment où vous allez nous écouter. On revient pour un 4e opus de Hype. Et pour cette nouvelle émission, on va s'arrêter un petit peu et on va même faire un flashback, revenir sur les 10 dernières années pour essayer de voir un petit peu quels ont été les tops et les flops de la décennie. Pour cela, on va essayer d'avoir deux éléments d'évaluation. On va essayer de voir un petit peu comment ont évolué les franchises sur ces 10 dernières années, les meilleures et donc les moins performantes, et on fera la même analyse pour les joueurs. Il s'est passé pas mal de choses sur nos disciplines et notamment les 4 qui vont nous accompagner aujourd'hui, la NHL, NFL, la NBA et la MLB. Et avant de lancer les hostilités, je vous présente la team Hype du soir. Elle est composée de Peter Anderson. Comment vas-tu, Peter ? Salut à tous, moi ça va très bien, hein. Les playoffs NFL approchent, donc tout va bien, Noël, les fêtes, c'est toujours une bonne période pour le foot US. Oui, je te le confirme, avec des matchs très très intéressants à venir. Le Tsar Angelo est avec nous. Angelo, comment vas-tu ? Ça va très bien, bonsoir à tous et ravi d'être là comme toujours. Yes, Melvin l'américain, comment vas-tu Melvin ? Bonjour à tous, en direct de Washington aujourd'hui. Et dans un lieu spécial apparemment. Ouais, je suis à la avant de prendre mon avion en direction de San Francisco ce soir. Donc petit stop culturel et petit stop hype avant les vacances. Ok, Martin pour la MLB, et là c'est sa 2e, il lâche pas le mic, il a aimé et il revient. Salut Martin, comment vas-tu ? Salut, bonsoir à tous, ravi de revenir et que vous m'accueillez une nouvelle fois, et puis hâte de parler de ces 10 années. On a aussi Charles qui est avec nous. On va commencer par Charles et la NHL. Et bonjour Sylvain, bonjour à toutes et à tous. On va commencer par la franchise top de cette dernière décennie, la plus titrée évidemment, la dynastie des Blackhawks de Chicago, qui ont disputé 3 finales pour 3 titres en 2010, 2013 et 2015. Aucune équipe n'a fait mieux sur cette dernière décennie. Alors comment ça s'est construit ? Eh bien, les choix de draft ont été bons, très bons même. Patrick Kane, Jonathan Toews, Duncan Keith, et on a su construire du côté de cette équipe autour de ces joueurs un véritable rouleau compresseur, 8 présences en play-off sur 10 avec une finale de conférence supplémentaire, avec une défaite dramatique contre les Kings de Los Angeles en 7 matchs. Ces 2 dernières saisons, eh bien on est plus passé en mode reconstruction, mais c'est normal après tant d'années victorieuses. Alors pour ce qui est du joueur de cette décennie, ça aurait pu être Patrick Kane, celui qui a marqué le plus de points de ces 10 dernières années. Mais j'ai choisi le 2e meilleur pointeur, Sidney Crosby, le capitaine des Penguins de Pittsburgh, plus complet dans les 2 sens de la patinoire, leader de cette équipe et joueur indispensable aux Pens pour aller chercher 2 titres consécutifs en 2016 et en 2017. Il a d'ailleurs remporté 2 fois le Conn Smythe, le trophée mythique qui récompense le meilleur joueur des playoffs. Du coup, Crosby, c'est de loin le joueur le plus complet, le plus victorieux de cette dernière décennie. Pour le flop de cette dernière décennie, j'ai choisi la draft 2012, couronnée par la sélection des Oilers au premier rang de Neil Yakupov, le plus gros flop de cette dernière décennie. Pour sa dernière saison avec Edmonton, il a inscrit 8 buts en 60 matchs, rendement très faible pour ce qui était censé être l'un des meilleurs joueurs offensifs de cette ligue. Il n'évolue d'ailleurs même plus en NHL actuellement et il a décidé de s'exiler en Russie. Ce n'est pas tout, puisque les 3 premiers choix ont déçu. Ryan Murray, victime de blessures, n'a jamais fait une saison pleine avec Columbus, et Alex Galchenyuk, drafté par le Canadien de Montréal, a toujours manqué de régularité dans sa carrière, et après avoir alterné le bon et le moins bon, on a finalement perdu patience du côté du Canadien et on a échangé le Russe au Coyote de l'Arizona,
qui ne va pas le conserver et l'envoyer une saison plus tard aux Penguins de Pittsburgh pour donner de ses nouvelles. Actuellement, cette saison, il a marqué seulement 2 buts en 27 matchs. Et l'équipe flop a rapport avec cette draft 2012. C'est Edmonton qui a choisi Yakupov en 1 et qui a enchaîné les mauvais choix avec notamment Chiarelli en tant que général manager, auteur d'une multitude de choix surprenants. Le plus fou, peut-être, c'est l'échange entre le modeste défenseur Adam Larsson, et défenseur d'avenir quand même à cette époque-là, et l'attaquant star des Oilers, Tyler Hall, aux Devils du New Jersey. Ils avaient, à l'époque et encore maintenant, un besoin de défenseurs, sauf que 2 ans plus tard, Tyler Hall, a fait la saison de sa vie et va devenir MVP de la ligue avec 93 points. Cet échange est devenu mythique et décrit comme l'un des pires de l'histoire. C'est un exemple parmi tant d'autres des mauvais choix qu'ont pu faire les Oilers cette dernière décennie. Tout n'est pas tout noir puisqu'on a quand même drafté le plus gros espoir de cette dernière décennie, Connor McDavid, suite à toutes ces années passées dans les bas-fonds de la ligue. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'équipe autour de lui, juste un joueur, Leon Draisaitl, et du coup les Oilers comptent une seule qualification en play dans cette dernière décennie pour une défaite au premier tour. Edmonton est donc de loin l'équipe la plus décevante au niveau du management, mais aussi, et ça va de pair, au niveau des résultats. Ok, merci Charles, c'était super intéressant. Il est vrai que les franchises sont de plus en plus compétitives, donc c'est un peu compliqué d'établir une réelle hiérarchie dans le temps, mais ce que tu nous as apporté comme un élément est ultra intéressant. Merci Charles, on va enchaîner tout de suite avec la MLB. 10 ans de MLB, je sais que c'est pas facile à résumer, mais on va essayer avec toi Martin de s'arrêter sur un fait marquant. Je te laisse nous dire quelle est la franchise qui est pour toi parmi les tops de ces 10 dernières années. Écoute Sylvain, pour rien te cacher, ça a été ultra compliqué de faire un choix dans l'équipe The Strikeout. Ça a créé quelques petits remous pour en choisir une seule, mais on est fini par tomber d'accord. C'est sur l'équipe des San Francisco Giants, parce que comment ne pas citer une équipe qui a tout simplement remporté 3 titres en l'espace de 6 ans. San Francisco a archi-dominé le début de la décennie avec une bague de champion en 2010, avec une victoire 4-1 face aux Texas Rangers, une bague en 2012, un succès 4-0 face au Détroit, et enfin une bague en 2014 avec cette fois beaucoup plus serré, 4-3 face au Kansas City Royals. 3 bagues dans une même décennie, c'est 3 équipes seulement qui ont réussi à faire cette prouesse sur les 60 dernières années. Il y avait les Yankees entre 95 et 2000 et les A's dans les années 70. Donc c'est pour vous placer un peu ces San Francisco Giants historiques. Parce qu'avant ce super run, il fallait remonter à 1954 pour retrouver un succès des Giants. Ils étaient alors encore domiciliés à New York. Le grand artisan de cette dynastie des Giants, on en a parlé dans l'épisode 1, c'est le nouveau manager de l'équipe de France, Bruce Bochy, qui a donc remporté 3 bagues avec les Giants, et c'est sous sa houlette que San Francisco a vraiment passé un cap et est devenu ce mastodonte des playoffs. Cette équipe, c'est pas la plus impressionnante en saison régulière, mais cette équipe avait quelque chose en plus quand c'était les rencontres importantes. Je pense que il y avait un groupe avec pas mal de qualité, avec des joueurs de grands talents comme Buster Posey, comme Pablo Sandoval, si on doit citer des batteurs, ou des lanceurs comme Tim Lincecum, Sergio Romo ou encore Brian Wilson. C'était vraiment un groupe qui savait se démener en play-off, et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Mais si San Francisco peut arborer 3 bannières de champion dans son stade, c'est grâce en grande partie à sa pépite Madison Bumgarner. On était obligé de le mettre avec cette franchise des Giants. Il a été drafté et formé par cette équipe, et Bumgarner va tout simplement éclabousser la post-saison de son talent. En 2010, lors du premier titre, il est rookie et il va lancer 8 manches lors des World Series 2010, sachant qu'un match, généralement, ça dure 9 manches, donc vous voyez un peu l'étendue du talent du garçon. Et il n'aura concédé que 3 coups sûrs et aucun point. Une prestation vraiment XXL, et c'est le début de la légende de Bumgarner et des Giants. En 2012, il remet ça,
tout simplement. Baumgartner se transforme en monstre lors des World Series, avec cette fois pas 8 manches, mais 7 manches lancées, mais seulement 2 petits coups sûrs et toujours aucun point encaissé, pardonnez-moi. Donc à ce moment-là, Baumgartner, 22 ans, 2 titres et aucun point encaissé en World Series. Donc c'est vraiment lui la star des Giants, et c'est lui qui porte un peu cette équipe à ce niveau et vers les bagues. Et après c'est 2014, donc peut-être sans doute le plus beau titre de cette équipe et de cette franchise, puisqu'elles devront passer d'abord par un match de wildcard pour se qualifier en post-season, et après pour remonter tous les échelons. Et Baumgartner, il sera MVP des finales de conférence, MVP de la finale, où il lancera dans 3 matchs, sachant que les World Series se sont disputés en 7. Il aura donc participé à presque la moitié des matchs de ces World Series 2014, et c'est vraiment un exploit pour un lanceur, parce qu'en baseball, un lanceur ne lance pas tous les matchs, il lance entre 3 et 4 matchs de repos, entre 3 et 4 jours de repos entre chaque match pour retrouver l'essentiel de ses capacités. Donc là, Baumgartner, lui, il a fait fi de ça, et il a joué dans 3 matchs. Donc voilà, on était obligé de lier Madison Bumgarner et ses San Francisco Giants. C'était vraiment une superbe dynastie. Je le répète, San Francisco, ce n'était pas l'équipe la plus impressionnante dans le sport durant cette décennie. Elle aura gagné aucune fois 100 matchs en saison régulière, mais c'est vraiment cette capacité à toujours être là ou répondre présent en post-saison. Et on peut se targuer que c'est sans doute la meilleure équipe de la décennie. Alors, Martin, j'ai une question, peut-être que Melvin, Angelo et Peter en ont d'autres. Où est-ce qu'on peut placer dans l'histoire de la MLB les exploits en fait sur la décennie des Giants? Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est considéré comme la franchise une des franchises historiques, si ce n'est la franchise de l'histoire de la MLB? Comme je l'ai dit, il n'y a eu que 3 équipes sur les 60 dernières années qui ont réussi à avoir 3 titres dans la même décennie, donc déjà ça place un peu l'équipe, mais c'est pas l'équipe la plus impressionnante, je le répète, c'est pas l'équipe qui sera la plus impressionnante dans le jeu, dans la saison régulière, dans la continuité, mais ça a vraiment été sa capacité à être là dans les... Mais peut-être dans le storytelling, ouais, la manière dont ils ont gagné leur titre, voilà, quoi. Exactement, donc là il y a un joueur Baumgartner qui s'est dépassé, c'est lui, avec lui, les Giants ont grandi avec lui, il a tout gagné avec eux, et les Giants, j'avais dit, ils n'avaient pas gagné depuis 1954, c'était le retour, c'était l'arrivée de la franchise à San Francisco, c'était les premiers titres pour les San Francisco Giants, donc ça avait vraiment été quelque chose. Après, je sais pas si on peut dire que c'est une des plus grandes franchises de l'histoire, mais c'est en tout cas une des plus grandes équipes de ces dernières années et de l'ère moderne, on va dire. Ok. Ton flop, Martin. Là aussi, on a hésité avec l'équipe The Strikeout. On aurait pu parler des White Sox de Chicago, des Miami Marlins ou encore des Los Angeles Angels qui sont en train de gâcher le talent de Mike Trout. On y reviendra. Mais les Seattle Mariners se sont dépassés pour s'offrir le titre de pire équipe de la décennie. Et pour cause, les Mariners n'ont pas seulement la plus longue série de saisons sans post-saison de MLB, mais de tous les sports majeurs nord-américains. C'est simple, Seattle n'a pas connu la post-saison depuis 18 ans. À titre de comparaison, je pense que Peter y reviendra. Les Browns en NFL en sont à 16 ans, les Kings en NBA en sont à 13 saisons, et en NHL, ce sont les Sabres de Buffalo qui en sont à 8. Donc là, nos Mariners, ils en sont à 18 années sans post-saison. Ça commence à faire un sacré bout de temps pour les fans de Seattle. Et puis, il n'y aura pas eu beaucoup d'espoir pour nos amis des Mariners, puisqu'en 10 ans, l'équipe aura perdu un total de 862 matchs sur 1620 rencontres. C'est le 6e pire bilan de la période. Mais à la différence des équipes que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire les White Sox, les Marlins ou les Angels, les Mariners, ils ont souvent suscité un peu d'espoir avec des recrutements ambitieux, avec des joueurs qui sont devenus iconiques. Je pense à Ichiro Suzuki, rookie MVP de l'année en 2001, le japonais. On pense aussi à Félix Hernandez qui a très longtemps tenu la baraque à lui tout seul. Il y a aussi eu des très bons joueurs dans cette équipe. Je pense à James Paxton, à Nelson Cruz ou encore
Robinson, Cano, mais ils n'ont jamais réussi à franchir ce petit cap et à arriver en post-saison. Ils ont toujours échoué. Et du coup, les Mariners sont un peu devenus une équipe qu'on appelle une équipe de losers. C'est la seule franchise de toute la MLB à ne pas avoir connu les World Series, alors qu'elle a été fondée en 1972. Donc j'arrive pas à trouver les mots pour parler des Mariners. Hein, c'est vraiment une franchise historique. Il y a eu des joueurs incroyables et ça fait quand même 18 ans sans post-saison. Après, on peut essayer de leur trouver des petites excuses entre guillemets. À chaque fois, Seattle est tombé sur des monstres dans sa division. Au début de la décennie, c'était les Rangers du Texas qui ont fait la loi, puisque ces derniers ont fait 2 participations aux World Series, donc forcément c'est un peu plus compliqué de se qualifier. Et puis tout récemment, ils sont tombés sur les Astros avec les Houston Astros avec 3 saisons à plus de 100 victoires et qui sont mis en travers du chemin des Mariners. Donc à chaque fois, Seattle a eu une équipe qu'on peut dire décente, mais ils sont toujours tombés sur des monstres. Ok, très bien. Merci Martin. Je crois qu'il y a peut-être Angelo qui voulait réagir. Moi, je voulais juste réagir par rapport aux Giants que tu as choisi comme équipe de la décennie. Une fois que je suis arrivé aux États-Unis, alors que le baseball ça m'était complètement inconnu, j'ai dû un peu m'enticher de ce sport, puisque j'ai eu l'opportunité dès ma première semaine d'aller voir les Dodgers contre les Giants. Donc c'est un peu spécial. Alors j'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur à ce moment-là, mais maintenant je me rends compte de l'honneur que j'ai eu. Mais moi je pensais plus par exemple aux Boston Red Sox, qui ont fait, je pense, en 2018 quand ils gagnent, ils ont peut-être une des toutes meilleures équipes de tous les temps quand tu penses au bilan. Et ils gagnent 2 titres sur la décennie. Alors ils en ont un de moins que les Giants, mais au final ils ont été quand même plus marquants vis-à-vis de leur réussite dans l'instant T, parce qu'ils ont vraiment marqué l'histoire. Les Giants, ils sont plus imposés, un peu comme les Spurs en NBA, sur de la durée avec 3 titres, mais les Red Sox, ils pourraient vraiment prétendre à l'équipe de la décennie par rapport à ce qu'ils ont accompli dans l'absolu, si tu veux. C'est vrai que l'année 2018 a été incroyable pour les Boston Red Sox, mais les Red Sox, ils ont l'avantage de faire des montagnes russes. En saison régulière, ils sont capables de ne pas se qualifier et après de gagner les World Series derrière. Pour nous, en tout cas, CG Strikeout, on a privilégié le fait que ça soit les Giants, ça soit une dynastie, qu'il y ait aussi, depuis 1954, il n'y avait pas eu de titre, et donc qu'arrivé ainsi en 2010, tu gagnes ton premier, après 2012 et 2014, ça faisait un bel enchaînement. Mais c'est vrai que les Boston Red Sox ont été bien placés, tout comme les Chicago Cubs qu'on aurait pu citer, qui ont eu un titre après 108 ans d'attente. Ils ont finalement réussi à décrocher ce titre, et on aurait pu en parler, mais franchement c'est vraiment on a préféré parler de la dynastie des Giants, qui nous a semblé incroyable et comme je l'ai répété, seules 3 équipes ont réussi à faire le triplé dans une même décennie, donc pour nous c'était les Giants. Donc, Martin, pour nous c'était les Giants. Martin, d'accord, je te remercie. Ton choix fait un petit peu débat apparemment, parce que Peter voulait réagir, et ensuite et Melvin aussi également. Non, ça fait pas débat, je suis plutôt d'accord avec le choix des Mariners et des Giants. Juste sur le flop, je voulais citer, alors ça peut paraître bizarre, les Yankees, parce que les Yankees, oui, c'est une grande franchise, mais pour la première fois de l'histoire de cette grande franchise, aucune apparition au World Series sur cette décennie, donc c'est un flop haut niveau pour cette franchise-là, je pense que Martin peut confirmer. Exactement, ils étaient bien placés dans nos flops, mais on peut pas parler de flop quand... Oui, bien sûr, c'est pour ça que je voulais juste le dire en remarque, ouais. Exactement, t'as tout à fait raison, mais on peut pas vraiment parler de flop pour les Yankees qui arrivent à aller toujours en post-saison, ils vont loin. Après ils tombent contre les Boston en 2018, incroyable, ils tombent contre les Astros en 2017, donc ils ont pas vraiment eu de chance non plus. On peut pas parler de flop, mais c'est vrai que ça mérite quand même un petit tacle pour nos amis des Yankees de pas réussir à avoir décroché le titre, mais je pense que ça ne saurait tarder. On aurait pu mettre un petit tacle également aux Los Angeles Dodgers qui ont perdu plusieurs fois en World Series durant cette décennie, mais comment mettre un flop quand tu arrives en World Series et que tu gagnes 5-6 fois de suite ta division. Donc pour nous, les Mariners se sont imposés vraiment comme le flop avec ses 18 années sans post-saison, et les Giants pour cette dynastie. Faut pas oublier que les Yankees gagnent plus de 100 matchs l'année où ils se font sortir par Boston, donc c'est quand même une énorme saison. Oui, mais pour une franchise comme les Yankees, pas aller World Series pendant 10 ans, pour leurs fans, c'est catastrophique. Surtout quand tu claques des immenses salaires dans Giancarlo Stanton ou Gerrit Cole. Mais comme je l'ai dit, je pense que ça ne devrait plus tarder. Je pense qu'ils vont pas tarder à y retourner.
Voilà, je m'inquiète pas non plus avec Gary Cole, ça devrait aller. Exactement. Alors moi pour le coup j'avais pas pareil non plus pas de débat sur le choix des San Francisco Giants forcément, mais je voulais juste partager une petite anecdote avec toute la team, c'est que moi je suis arrivé à SF en novembre 2011 et donc en 8 ans à SF j'ai eu 3 World Series, j'ai eu un Super Bowl et j'ai eu 5 finales NBA, dont 3 titres NBA avec les Warriors. Donc SF a aussi peut-être le titre de ville la plus successful de la décennie côté États-Unis. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut du coup enchaîner avec les Warriors. Pour nous, c'est un choix indiscutable. Donc juste si on revient en chiffres sur la décennie des Warriors, c'est 5 finales, c'est 3 titres. Mais c'est aussi un record de victoires sur une saison avec 73 victoires et 9 défaites en 2016, donc en battant le record mythique et que tout le monde pensait qu'on pouvait pas aller le chercher, le record des Bulls de 96. Donc c'est vraiment un choix, je pense aussi pareil, il n'y a pas débat. Pour moi qui ai eu l'occasion de vraiment voir la croissance des Warriors avec d'abord la construction de l'équipe via la draft avec Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, et petit à petit ils ont réussi à franchir les échelons, d'abord avec Mark Jackson en posant les bases d'une défense dont on oublie souvent mais qui a été une défense les meilleures défenses de la décennie. Et après quand Steve Kerr est arrivé, ça a été un jeu collectif absolument exceptionnel qui mettait au service donc tous ces talents individuels. Donc pour moi c'est forcément l'équipe de la décennie. Il y a surtout un élément que tu as mentionné, Melvin, hein, qui est le plus important, c'est ils se sont construits. C'est-à-dire qu'ils ont passé les étapes, ça a été une équipe qui était hors playoff pendant un moment, ils ont commencé à drafter, l'équipe s'est structurée, Mark Jackson a posé les bases défensivement, et ensuite ils ont réussi à démocratiser le jeu écarté qui privilégie le shoot à 3 points et la créativité plus que toute autre équipe dans la décennie. On sait que Steph Curry a révolutionné le jeu à lui tout seul, mais il est, je pense, un élément dans ce collectif des Warriors qui a révolutionné dans sa globalité le jeu pratiqué. Parce qu'un joueur peut influencer tel qu'un Michael Jordan ou autre et donner une nouvelle perspective, mais une équipe imprègne une philosophie qui, au final, puisque c'est la réussite, puisque c'est la formule qui gagne, inspire les autres équipes de la NBA à faire de même. Et ce qui est beaucoup plus révélateur que par exemple les 3 Amigos de Miami, qui a été un alliage de talents qui était, on va dire, plus stratégisé en coulisses avec un Pat Riley à la baguette, mais c'était de rassembler des grosses stars et de les faire jouer ensemble, et c'est toujours plus facile de jouer avec LeBron James. Les Warriors se sont construits par la draft et c'est ça qui est le plus impressionnant pour moi. Ouais, je pense que un truc que tu viens de dire, c'est que cette démocratisation, ça a aussi imprégné le reste de la NBA donc dans cette dernière décennie, mais ça a aussi permis d'attirer Kevin Durant, parce que je pense que Kevin Durant, s'il n'y a pas cette vision des Warriors de l'extérieur, de joie de vivre, de joie de jouer ensemble, de ballons qui bougent, Kevin Durant il vient pas aux Warriors. Et après il y a aussi le côté défensif. Donc comme tu le disais, ils ont influencé la NBA sur le côté offensif, mais ils ont aussi influencé la NBA sur le côté défensif, c'est-à-dire que le choix, par exemple, lors des playoffs 2015 à Memphis de mettre Andrew Bogut sur Tony Allen, ça a changé pas mal de choses défensivement. Le choix de titulariser André Iguodala en finale, pareil, lors du premier titre contre Cleveland, ça a permis d'avoir cette défense qui switch sur tous les écrans et qui est extrêmement dynamique, et avec, bien entendu, un Draymond Green en chef d'orchestre. Mais ça a complètement changé la physionomie du jeu en NBA. Ouais, mais n'oublie pas, hein, avec Iguodala, justement, ils ont créé la Def Lineup. Ouais, je voulais qu'on revienne sur l'influence du jeu et notamment la philosophie que vous avez mentionnée tous les deux. Ça dépasse, on est d'accord que ça dépasse le cadre des États-Unis. Aujourd'hui, les équipes cherchent des joueurs à polyvalence offensive bien plus large que ce qu'on a pu voir dans les années début des années 2000, et bon, je parle même pas d'avant. On est d'accord que cette influence du tir à 3 points elle est contagieuse au-delà, enfin, en NBA ça c'est une évidence, mais même dans le monde entier, hein. On est d'accord pour penser ça ou pas?
Oui, bien sûr. Je pense qu'à un moment donné, la nouvelle philosophie de jeu, c'est devenu un peu la mise à mort des anciens pivots à l'ancienne, des pivots traditionnels près du cercle, dur, un peu comme Joel Embiid. Même Joel Embiid, on voit qu'il a influencé dans ce choix où il a tendance à s'écarter à contre... on va dire à contre-production, et c'est un peu au détriment de son efficacité et de sa domination, puisque il a absolument personne qui pourrait l'arrêter poste bas, mais vu que tout le jeu est basé sur une périphérie, sur une recherche de shoot à 3 points et d'écartement, on voit que maintenant il a été recadré, mais comme tu l'as expliqué, il y a plus de profil à l'ancienne du grand gabarit, on joue plus très posté, et les rares joueurs qui sont efficaces au poste bas sont désormais un peu des dinosaures dans le basket moderne. Et on voit un mec comme Jokic par exemple qui peut dégainer à 3 points, qui est très bon à la passe, donc il y a cette recherche justement polyvalence, de talent, de passe, d'écartement du jeu, de capacité à shooter de loin pour vraiment donner en plus à des joueurs encore plus athlétiques dans la globalité de la ligue. Hein. Il y a toujours eu des joueurs athlétiques, mais toute la ligue est désormais athlétique, de pouvoir prendre les intervalles, de créer ces décalages qui deviennent très très compliqués à arrêter. Et les nouveaux standards offensifs qui sont très élevés donnent cette sensation que la défense n'existe plus, mais elle l'est tout de même. Quand on parle des playoffs et du plus haut niveau, elle est toujours très présente. C'est simplement que les standards offensifs sont tellement plus difficiles à arrêter maintenant, avec l'écartement du jeu et des mecs comme Trae Young, Steph Curry, et entre autres qui peuvent shooter à 30 mètres. Et c'est vrai que maintenant en Euroleague, on voit bien que les pivots aussi écartent le jeu, shootent. Rares sont les mecs qui sont traditionnels, dos au panier, dominants. Très rares. Est-ce que, bon, on a toujours attendu beaucoup les Warriors, surtout ces 5-6 dernières saisons. Est-ce que le titre perdu à domicile contre les Cavs, c'est pas un peu une épine dans le pied dans ce parcours si fantastique? Alors attention, je dis pas que ce qu'ils ont fait n'est pas à noter, mais est-ce que c'est pas quand même une petite épine dans le pied qui remet un peu en question la dynastie sur la décennie? Si, bien sûr. Je pense que de toute façon, le fait de perdre la finale 2016 après avoir gagné les 73 victoires et de perdre de la façon dont ils ont perdu, donc tu mènes 3-1, il y a la suspension malheureuse de Draymond Green qui a un peu tout fait dérailler, et après tu perds le match 7 chez toi, donc ça forcément ça fait tâche. Donc après par contre sur la décennie, je pense qu'il n'y a pas photo sur le fait que ce soit l'équipe NBA au top, quoi. Pour moi les Cavs, on en parlera avec les joueurs, je pense que pour autant LeBron est le joueur de la décennie, mais les Cavs arrivent, je pense, trop loin des Warriors pour avoir le titre d'équipe de la décennie, ou même essayer. Pour moi, tu vois, par exemple le Heat ou les Spurs sont une meilleure équipe que sur la décennie que les Cavs. Non mais carrément, et puis surtout le 73-9, c'est clair que ça fait vraiment tâche, et c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle on peut penser que les Bulls resteraient cette référence absolue en termes de meilleure équipe de tous les temps. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont tout de même qu'ils ont trouvé les ressources psychologiques pour ne pas s'écrouler et revenir l'année d'après pour reprendre ce qui était leur dû. Et ça, c'est quand même important, je pense. Ouais. On voulait aussi parler, vu qu'on a commencé sur le top, notre flop, il est aussi un peu lié aux Warriors, c'est-à-dire que on aurait pu choisir des équipes qui ont vraiment été à la rue toute la décennie. Donc, on a déjà parlé des Knicks sur un précédent épisode. On va pas remuer le couteau dans la plaie. On aurait pu choisir les Kings qui ont raté les playoffs depuis 13 ans, comme le disait Martin. On aurait pu parler des Bobcats et des Hornets de Michael Jordan. Mais nous, on est parti sur les Los Angeles Clippers. Alors, pourquoi les Los Angeles Clippers? Parce que c'est surtout par rapport aux attentes qu'il y avait derrière eux, surtout après l'arrivée de Chris Paul, donc et la naissance de l'équipe qu'on appelait Lab City. Mais c'est vraiment devenu au final Flap City, parce que c'était une des meilleures équipes de l'Ouest, mais ils n'ont jamais réussi à passer ce cap. Ils n'ont jamais réussi à aller plus loin que le deuxième tour des playoffs. Mais qu'est-ce qu'on attendait réellement d'eux, Melvin? Excuse-moi. Qu'est-ce qu'on attendait vraiment d'eux? Est-ce qu'eux avaient affiché, bon, je pense qu'ils avaient affiché au moins une finale NBA, mais est-ce que réellement ils étaient en mesure, avec la concurrence qu'il y avait à ce moment-là, d'aller vraiment
chatouiller un LeBron ou alors carrément prendre un titre? Est-ce que c'était possible? Déjà, je pense que oui, c'était un objectif atteignable au moins de gagner la conférence Ouest et d'aller en finale NBA ou au moins d'aller en finale de conférence. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et après, il y a eu aussi pas mal de blessures. Moi, je pense que ce qui leur a fait énormément mal, c'est deux choses. Un, c'est les playoffs 2015 au deuxième tour quand ils mènent 3-1 contre les Rockets et ils s'écroulent dans le quatrième quart-temps du Game 6 contre Houston alors qu'ils mènent de 19 points et ils finissent par perdre cette série alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils se retrouvent face aux Warriors en finale de conf. Et après ça a été un peu la descente aux enfers. L'année d'après, ils perdent contre les Blazers au premier tour avec deux grosses blessures pour Chris Paul et pour Blake Griffin. Et après la dernière année de Chris Paul aux Clippers, ils perdent contre Utah dans un match 7 à domicile. Et j'avais eu l'occasion d'être au Staples Center pour Basket USA pour couvrir ce match. Et j'avais l'impression d'être dans un match de décembre en saison régulière. Il n'y avait aucune ambiance. On a l'impression qu'il n'y avait pas d'identité dans cette équipe, pas de cœur, pas d'âme. Et au final, ils perdent un peu logiquement. Donc pour moi, c'est la grosse déception de cette décennie. Et en plus, on n'a même pas parlé encore du scandale autour de Donald Sterling, qui est en dehors du parquet, mais qui aussi rentre dans cette notre décision. Mais le vrai problème en plus, c'est que ce qu'il faut prendre en considération quand on parle des Clippers, c'est qu'ils avaient niveau talent le roster pour pouvoir sortir à l'ouest. Parce que c'est pas simplement qu'on a des attentes un peu mal placées parce qu'ils sont spectaculaires, c'est qu'ils avaient la profondeur de banc, ils avaient le sixième homme parfait pour pouvoir sortir de sa boîte en play-off dans les moments difficiles. Et on pouvait parler au début que Del Negro c'était un coach qui avait pas forcément la poigne, mais ils avaient tout de même fait une grosse saison. Chris Paul était déjà arrivé. Ils font venir Doc Rivers qui a la légitimité d'avoir emmené les Boston Celtics au titre et qui est capable de gérer les gros égos. Donc tu te dis que ce qui se passe entre Chris Paul, Blake Griffin et tout le reste, tu sais qu'avec les gros égos qui étaient Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, même Rondo, il a réussi à faire marcher tout ça, donc il n'y a plus d'excuses en fait à ce niveau-là. Tu peux pas dire que oui, mais ils sont pas bien entourés, ils ont pas forcément le coach, ils ont pas le management. Non, ils avaient le talent, ils ont fait 3 saisons à quasiment 60 victoires, donc on peut pas dire qu'ils avaient pas la réussite sur le terrain. Si ils avoisinaient les 48, 49 victoires, on voit qu'il manque quelque chose. En saison régulière, ils ont approché et avoisiné les 60 victoires 3 fois. Ils ont fini dans le top 4 de la ligue quasiment systématique sur la décennie, et à ce moment-là, tu te dis que ok, comme tu dis, ils mènent 3-1, ils s'écroulent totalement, ils ont la possibilité de faire les choses, ils ont le talent, ils sont spectaculaires, toute la ligue les adore, Lob City, un peu comme l'Insanity à New York, Lob City, tout le monde ne parlait que de ça, et donc c'est vraiment une vraie c'est une déception tout simplement, et c'est pas nous qui sommes avec des attentes surdimensionnées. Je pense que c'était légitime d'espérer que les Clippers fassent au moins une finale de conférence, un Game 7, un truc qui sorte de cette morosité, de se faire sortir quasiment systématiquement au premier tour, et de faire 2 fois une demi-finale de conférence, et de en plus avoir les clés pour sortir, et s'écrouler comme ils l'ont fait. Et juste, tu vois, pour revenir sur notre choix des Warriors, si tu regardes la saison 2015, au début de l'année, personne ne s'attendait à ce que les Warriors déjà gagnent la conférence Ouest, même qu'ils soient au deuxième tour peut-être des playoffs, et encore moins de gagner le titre. Tu vois, je pense que si tu retournes sur les sondages qui avaient été faits avant la saison 2015, les Clippers faisaient partie des favoris et les Warriors ne faisaient pas partie des favoris. Et les Warriors ont réussi vraiment à inverser cette rivalité qui au final n'en a pas vraiment été une. Ils ont joué une fois en play-off la dernière saison de Mark Jackson où les Clippers gagnent en 7. Mais après ça, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais les Clippers ne pouvaient plus gagner contre les Warriors. Et à chaque fois, c'était même des sacrés roustes, avec notamment des performances exceptionnelles de Curry à l'Oracle, ou même ce cross qui avait fait tomber Chris Paul, qui était arrivé un peu comme un symbole de la passation de pouvoir entre les Clippers, même pas de pouvoir, mais de force entre les Clippers et les Warriors. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Angelo, avant de conclure sur la NBA et de passer à la NFL? Ouais, je voulais juste dire, c'est peut-être aussi un peu symptomatique, vu qu'on va en plus passer sur le flop des autres et autres, mais Chris Paul,
c'est symptomatique en fait de sa carrière parce qu'il a jamais été capable de mener à bien cet objectif d'aller loin en play-off, de gagner un titre. Ça a toujours été un joueur très fort individuellement, mais qui n'a jamais été un leader de troupe. Il était insupportable. Il a perdu son vestiaire et c'est aussi une des raisons, je pense. Il y a Sterling dans les coulisses qui faisait n'importe quoi. Il y a Chris Paul sur le terrain qui était insupportable et qui a perdu. Quand on sait en plus de pas s'entendre avec Blake Griffin et DeAndre Jordan, c'est difficile. Ce sont des mecs super humains, très accessibles, bons coéquipiers. Et c'est une des clés, je pense, de l'échec Clippers sur cette décennie. Ok, bon, bah, moi je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que j'ai pas donné mon avis pour le moment, mais vos choix sont bons, et notamment celui des Clippers, c'est clairement une catastrophe industrielle, mais il y a un marché, il y a un intérêt, il y a une histoire à construire, il y a des joueurs, il y a un coach, il y a en tout cas une dynamique avec un président qui veut gagner, et pour autant ça s'est pas fait, et il n'y a même pas eu un mince espoir que ça se fasse, donc, et sur plusieurs saisons. Donc pour le coup, c'est une vraie déception. On ne peut pas mettre en exergue d'autres franchises qui se reconstruisent et qui n'ont pas réellement des projets aboutis. Je pense aux Suns, je pense aux Sixers du début de décennie. Voilà, on ne peut pas les comparer. Il y a un candidat quand même. Pardon ? Il y a candidat. Les Kings étaient un bon candidat, mais c'était quand même un ton en dessous. C'était quand même un ton en dessous. C'est clair que les Clippers, c'était quand même assez décevant sur cette décennie. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose d'enchaîner sur la NFL. Il y a pas mal de choses à dire, hein. Il y a des stars qui ont émergé, d'autres qui se sont écroulés tout de suite après avoir été mentionné à la draft, par exemple. Je voulais avoir un avis de Peter déjà sur la franchise qui a le plus marqué la décennie en NFL. Ouais, bah je pense que comme pour la NBA, il n'y a pas trop de surprises sur la franchise qui a dominé les années 2010. C'est la même qui avait déjà dominé les années 2000. Ce sont bien sûr les New England Patriots de Tom Brady, de Bill Belichick. Les Patriots qui avaient remporté 3 Super Bowls dans les années 2000, et ils ont récidivé lors des 10 dernières années avec une victoire au Super Bowl en 2014 contre Seattle, une victoire en 2016 face à Atlanta avec un comeback incroyable, on s'en rappelle, et puis le dernier Super Bowl remporté face aux Rams. En plus de ça, ils en ont également perdu 2 des Super Bowls depuis 2010, et ils ont participé à 4 des 5 derniers Super Bowls, tout ça avec un Tom Brady à 42 ans, et c'est surtout une franchise qui est incroyablement bien gérée. C'est une vraie dynastie avec un trio, le propriétaire Robert Kraft, le head coach Bill Belichick et Tom Brady au poste de quarterback, un trio qui fonctionne parfaitement. Ça gagne, ça ne fait que gagner depuis maintenant 20 ans, même si on parle que des 10 dernières années, avec justement sur ces 10 dernières années au moins 10 victoires à chaque saison, et 10 victoires en NFL sur 16 matchs. C'est pas donné à tout le monde. Le faire 10 années de suite, c'est absolument incroyable. Voilà, c'est la culture de la victoire, et c'est un exemple en NFL, les Patriots. Peter, si tu devais, si tu devais disqualifier les Patriots et choisir une autre équipe ou plusieurs autres équipes, qui serait dans ton top 3 de la décennie? C'est compliqué, mais je pense que je regarderai dans l'autre conférence. Alors j'aurais envie de citer les Packers parce que Aaron Rodgers, même s'il y a pas eu vraiment de gros résultats, mais les Packers avec Aaron Rodgers sont toujours plus ou moins là. Et puis sinon, du côté de l'AFC, aux côtés des Patriots, tout le monde a essayé, peu de gens ont réussi. Il y a les Steelers qui sont aussi toujours là, toujours en playoff, mais ils butent toujours sur cette équipe des Patriots. Et puis là, récemment, on a des franchises qui montent, les Chiefs, depuis 3, 4, 5 ans. C'est très très intéressant, la franchise de Kansas City, mais c'est dur quand même de voir une autre franchise à côté de celle des Patriots sur la dernière décennie, tant ils ont surdominé. Peter, j'ai une question pour toi concernant les Patriots. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec toutes ces équipes qui gagnent et qui font presque plus l'unanimité tant qu'ils sont dominants? On a entendu ça aussi pour les Warriors. Ça devenait trop facile. Ils étaient protégés par les blessures, par les dieux, etc. Est-ce qu'avec les Patriots, on a ce même sentiment? C'est-à-dire que, on sait qu'ils vont au moins aller au Super Bowl et prendre un titre quasiment chaque saison. Est-ce qu'ils ont un peu ce désamour entre eux, ou alors ça fait l'unanimité complète?
Alors oui, c'est forcément quand on ne fait que gagner, au bout d'un moment, l'opinion publique se retourne contre vous, c'est normal. Mais non, les Patriots, c'est surtout comme je le disais, hein, c'est un exemple pour tout le monde, pour toute la ligue. C'est quelque part le modèle à suivre, même si on sait qu'il y a eu quelques petites histoires de tricherie. C'est vraiment c'est un exemple, c'est la franchise numéro 1 dans tous les sports américains, même si on pense aussi aux Spurs. Mais c'est vrai que ça dure maintenant depuis 20 ans, hein, cette dynastie. Et puis alors le problème aussi, pourquoi ils sont beaucoup critiqués, c'est que c'est Boston, hein, et quand on est Boston, forcément, on a des ennemis. Écoute, moi je voulais rebondir sur justement les affaires extra-sportives et les petites affaires de triche, et je voulais savoir, par exemple, il y a eu l'affaire du Deflategate, je crois, il me semble que ça s'appelait comme ça, avec les ballons sous-gonflés. Est-ce que ça a eu un impact, est-ce que ça a un impact sur la vision qu'on a de cette dynastie des Patriots, comme peut avoir par exemple Houston Astros en ce moment avec leur affaire extra-sportive? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la dynastie Patriots? Ça a un impact sur la dynastie Patriots. Alors après, voilà, ça dépend de quel côté on se positionne. Il y aura toujours une petite astérix avec ce dont tu as parlé, c'est-à-dire cette histoire de Deflategate. Il y a aussi eu les histoires de caméras, de vidéos un peu pirates, enfin d'entraînement filmé. C'est un peu interdit. C'est revenu là avec il y a 2 semaines une polémique où ils auraient filmé la touche des Bengals pour comprendre les différents signaux, les différents appels de jeu. Je pense que ça sera toujours à côté plutôt attaché à cette franchise des Patriots, mais les résultats parlent avant ça, et en NFL, qui est une ligue faite pour qu'il y ait du renouvellement, que chaque année justement il y a des nouvelles équipes qui montent, être aussi fort aussi longtemps. Oui, peut-être qu'il y a eu des petites choses, la culture de la gagne dont je parlais qui a été poussée peut-être à l'extrême et parfois à la limite, mais quand même les résultats sont là et on peut rien enlever à Tom Brady et à Bill Belichick. Tes flops, Peter, sur la décennie? Eh ben, mon flop, c'est l'inverse total des Patriots, c'est-à-dire que New England, les Patriots, c'est une franchise parfaitement gérée. Eh ben, l'inverse, c'est les Browns de Cleveland, qui sont plus allés en playoff depuis 2002. Et puisqu'on parle de cette décennie, dans la saison 2010, on l'a dit, hein, les Patriots, ils ont toujours gagné 10 matchs. Eh ben, les Browns, ils n'ont jamais gagné plus de 7 matchs sur une saison, 7 matchs sur les 16 que compte une saison NFL. Ça veut dire que les Browns, depuis 2010, ils n'ont jamais eu un bilan positif sur une saison. Ils sont pas allés en playoff, on l'a dit. Et puis le gros problème, c'est la succession des quarterbacks, 17 quarterbacks différents sur les 10 dernières années. On peut pas gagner comme ça en NFL. Et puis on pensait que cette année ça serait enfin la bonne, avec un petit peu de stabilité avec Baker Mayfield au poste de quarterback. Il y a des stars qui sont arrivés, il y avait vraiment un effectif de qualité, beaucoup les voyaient en playoff, mais finalement la tradition à Cleveland a été respectée. Les Browns ne seront pas en playoff, on l'a appris ce dimanche avec la défaite à domicile face à Baltimore. Voilà, le contre-exemple face aux Patriots, ce sont les Browns. Eh bien, je me rendais pas compte que les Browns ça remontait à aussi longtemps. J'avais tout de même envie de te demander si tu penses pas que les Raiders sont un candidat sérieux au plus gros flop, parce que quand on connaît la réputation, parce que les Browns n'ont pas la réputation et la renommée qu'ont les Raiders à l'international, tu vois, t'as même du merchandising aux quatre coins de la planète avec Raiders, c'est une des franchises les plus emblématiques de tous les sports internationaux confondus, et donc eux aussi on peut parler d'un gros manque de management, de cohérence dans leur choix. Il manque à l'appel, quoi, tout simplement. Ouais, Auckland, ils ont eu pendant longtemps Al Davis, le propriétaire, qui est resté très très longtemps, qui était un peu connu pour être un rebelle parmi les autres propriétaires dans la NFL. Ils ont un peu toujours fait ce qu'ils voulaient, les Raiders de leur côté. Ça n'a pas trop fonctionné ces dernières années, et justement sur cette dernière décennie, dans une division. En NFL, c'est très important, les équipes qui sont dans la même division. C'est aussi pour ça que les Patriots ont beaucoup de succès. Auckland est dans une division où, avec Kansas City, avec les Chargers et avec Denver, où il y a eu Peyton Manning et tout, il fallait quand même un certain niveau qu'ils n'ont pas eu. Ils vont être à Las Vegas l'année prochaine. Ils ont signé John Gruden depuis maintenant 2 saisons, head coach extrêmement populaire et qui a déjà remporté un Super Bowl. On va voir. En tout cas, ils sont plutôt sur une pente ascendante, mais c'est vrai qu'on aurait pu les citer parmi les flops après les Browns, parce que les Browns, c'est encore un autre level. Mais bonne remarque. et comme je t'ai entendu citer également les Seahawks parmi les équipes qui auraient pu être parmi les tops, c'est vrai, avec une grosse défense, l'une des meilleures défenses de l'histoire. Ça a peut-être pas duré assez longtemps, mais les Seahawks étaient un bon choix également. Ouais, mais ils sont réguliers dans la performance, c'est pour ça que je les aime. C'est vrai. Avec Pete Carroll, et c'est une franchise également très bien gérée. Bon. Merci bien. La discussion peut continuer sur les réseaux sociaux, elle continue là entre nous, mais on peut continuer à échanger sur ces thèmes-là. Il y a pas mal de choses à dire. Là, on a parlé des franchises top et flop, on va s'intéresser maintenant à ceux aussi qui font une bonne partie de leur franchise, c'est-à-dire les joueurs. Martin,
ton top player de la décennie? Alors, si dans les autres catégories il y a eu du débat, là sur le top joueur de la décennie, il n'y a vraiment eu aucun débat dans notre rédaction. C'est tout simplement Mike Trout, le joueur des Los Angeles Angels. Et par où commencer? Il a été rookie de l'année en 2012. Il a 3 titres de MVP et il a 8 participations au All-Star Game. Le tout à seulement 28 ans au moment où on parle. Mike Trout est même dans son prime et on le place déjà dans la conversation du GOAT. C'est dire qu'il n'est c'est dire que le niveau de ce joueur il est vraiment absolument parfait. Surtout, il faut répéter qu'il a été sélectionné qu'en 25e position de sa draft. Donc, il y a des équipes qui doivent encore s'en mordre les doigts. En 10 ans, Mike Trout se place 5e en termes de moyenne au bâton et 5e en nombre de home runs avec 285 home runs sur la décennie. Donc, si on fait les calculs, ça fait à peu près 28 par saison. Sachant qu'il n'a commencé réellement sa carrière qu'en 2012, c'est-à-dire qu'il a raté 2 saisons dans la décennie et qu'il a raté une grosse partie de la saison 2017 pour cause de blessures. Pour l'anecdote d'ailleurs, en cette année 2017, il finira tout de même 4e au classement du MVP malgré tout. Et c'est son pire classement en carrière dans ce trophée, puisqu'il aura toujours terminé 1er ou 2e du classement MVP durant cette décennie. C'est juste incroyable. Son malheur, je pense que l'équipe va vouloir en parler, c'est forcément de jouer dans une équipe qui ne lui permet pas d'évoluer en play-off. Je crois que Melvin voulait justement te relancer là-dessus. Ses apparitions en play-off, apparemment, c'est un peu court quand même. Ouais, moi c'est la question. Tu parlais des titres de MVP, tu parlais du All-Star Game. Alors je sais pas à combien d'apparitions les Angels de LA ont en playoff, s'ils en ont, mais est-ce que tu peux être du coup le top de ta décennie si t'as pas eu d'apparition en playoff ou pas eu un moment clé en playoff pendant ces années-là? C'est vrai que pour répondre à ta question, déjà la franchise n'aura joué que 3 matchs en post-saison durant cette décennie. Donc effectivement c'est très peu, mais c'est aussi ça la beauté de Mike Trout, c'est qu'il est unanimement le meilleur joueur de la décennie, même s'il n'a pas participé au playoff. Je vous laisse imaginer s'il commence à jouer régulièrement en post-saison, je pense qu'il ne sera pas seulement dans la course du meilleur joueur de la décennie, mais peut-être dans la celle du meilleur joueur tout court. Franchement, il est juste incroyable. D'ailleurs, les Angels l'ont bien vu. Ils l'ont signé un chèque de 426 millions sur 12 ans. Donc, c'est en moyenne 35 millions par an. Seul Gerrit Cole fait mieux en termes de salaire annuel, mais c'est le plus gros contrat de l'histoire de la MLB. Et d'ailleurs, pour la première fois aussi, Mike Trout a commencé à se plaindre. C'est la première fois qu'il fait ça. Et il s'est plaint auprès de sa franchise des faits du trop faible niveau de son équipe. Parce que, pour le rappeler, Mike Trout, et c'est aussi ce que je lui reproche ses détracteurs, c'est quelqu'un de très discret dans la vie, sur sa vie privée, à part quand il s'agit d'aller supporter son équipe favorite des Eagles de Philadelphie. Ok, Martin, ton flop. Faut qu'on enchaîne, Martin. Et donc, oui. Est-ce que tu peux nous donner ton flop, s'il te plaît? Écoute Sylvain, oui, avec l'équipe de The Strikeout, on a décidé de choisir Yoenis Cespedes comme flop de cette décennie. Avec lui, ça a été des montagnes russes, capables d'être étincelants comme d'être fantomatiques. Dans une même saison, Yoenis Cespedes, on peut plus parler d'une déception que d'un gros flop, car avec lui, il y avait beaucoup d'espoir et beaucoup de talent. Quand il arrive du côté des Oakland A's en 2012, il termine 2e dans la course au titre de rookie de l'année. Mais ensuite, ça va être beaucoup plus compliqué avec des saisons moyennes. Et il va même passer par 4 franchises différentes entre 2014 et 2015 pour finalement atterrir chez les New York Mets, où il va plutôt réaliser de bons débuts. Une très bonne deuxième partie de saison 2015 avant une étincelante saison 2016. Il sera élu au All-Star Game et terminera 8e au trophée du MVP, sa meilleure performance en carrière. On se dit peut-être qu'il a enfin trouvé chaussure à son pied, une franchise qui lui convient parfaitement, mais ce répit sera de courte durée parce que c'est là que va commencer la dégringolade. Les Mets décident de faire all-in avec lui et lui proposent un deal de 110 millions sur 4 ans.
ça va être vraiment le début de la fin pour Cespedes et les Mets, puisque le Cubain ne va jouer que 119 matchs sur les 3 saisons suivantes, avec même en prime la cerise sur le gâteau, une saison 2019 blanche. Et petite anecdote d'ailleurs, il était sur le chemin du retour de ses blessures en 2019, mais il va se reblesser, et tout simplement en tombant dans son range après une chevauchée à cheval. Vraiment la goutte d'eau pour nos amis les Mets qui décident de remodeler son contrat. Il n'aura plus que 6 millions garantis, alors qu'il était censé toucher 27,5 millions d'euros par an, de dollars pardon, par an. Donc on voit il y a vraiment une grosse différence. Le reste de la différence sera plutôt sur des options en fonction de ses performances. C'est sans doute un mal pour un bien pour Cespedes, qui aura moins la pression de ce salaire, peut-être pour retrouver son niveau de jeu. Mais vraiment Yoenis Cespedes, énorme déception de cette décennie, et donc le flop de la décennie. Ok, bah merci Martin. On passe à la NBA. Top, messieurs. En quelques mots, je pense qu'il n'y a pas trop débat. Ouais, bah pareil, hein, le King, on a forcément, on a pensé à d'autres joueurs comme Steph Curry, mais quand on regarde un peu les chiffres et l'influence de LeBron James, on peut pas ne pas le choisir. Alors, il a quand même eu un début de décennie assez difficile. Il perd contre Cleveland, perd contre Boston en playoff. Il annonce son départ à Miami via The Decision, qui a été peut-être là une des raisons principales pour lesquelles tout le monde s'est mis à détester LeBron. Après, il y a eu la défaite contre les Mavs en finale 2011 où il passe complètement à côté. Mais par contre, après ça a été du très très gros. Donc 8 finales de suite avec 2 équipes, donc avec Miami et avec Cleveland, 3 titres, dont le fameux retour de 3-1 face aux Warriors, et puis 3 titres de MVP. Donc je pense pas, Angelo, qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas qu'on peut choisir un autre joueur. Non, mais LeBron, c'est malheureusement pour tous les amoureux de Steph Curry et ceux qui veulent croire dans le small guy, tu sais, c'est à un moment donné, le king, c'est le king. Même si Steph Curry il est exceptionnel, même s'il y a d'autres joueurs qui ont eu un impact incroyable, mais le king. Question, Angelo, avant que tu te lances, parce que tu mentionnes Steph, je voudrais qu'on compare, si c'est possible, sur l'influence dans le jeu et l'aura que peuvent avoir ces deux joueurs. Pour moi, il y a similitude et il y a peut-être discussion, parce que des joueurs qui font gagner leur équipe, qui avec ou sans, c'est pas pareil. Attends, j'ai pas terminé. Et qui ont amené le jeu à être différent parce qu'ils ont eux-mêmes une approche du jeu différente. Est-ce qu'on peut pas mettre les mêmes au même niveau et regarder ensuite le nombre de victoires sur la décennie pour donner peut-être un peu de crédit? Je dis pas que Steph peut chatouiller LeBron, mais est-ce qu'il n'est pas dans la discussion de par l'influence qu'il a eue, la révolution qu'il a amenée en NBA, les 3 titres qu'il prend toujours face à LeBron? Est-ce qu'on peut pas dire, et les 2 titres de MVP dont un à l'unanimité, est-ce qu'on peut pas mettre Steph dans une discussion? Alors le problème avec Steph, c'est que aussi fort soit-il et ses titres de MVP en saison régulière, il n'a jamais été MVP des finales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a toujours été un de ses coéquipiers qui est sorti de sa boîte, qui a fait les performances, qui ont donné le petit coup de pouce. Ses productions statistiques ont tout le temps baissé en play-off en comparaison à la saison régulière. Donc c'est là où on peut pas forcément le mettre au même niveau qu'un LeBron qui, lui, généralement se transcende. En tout cas, pour ce qui est de son passage à Cleveland, on se souvient qu'il a eu un gros raté contre Dallas et il a complètement disparu. Ce sera toujours ce qui, je pense, le mettra en dessous de Jordan dans les conversations du GOAT. Mais dans l'absolu, LeBron rend son équipe meilleure. Steph Curry, si tu interchangeais LeBron et Steph Curry, les Cavs ne seraient jamais au même niveau, n'atteindraient probablement même pas le premier tour des playoffs. Et c'est là où tu te rends compte que LeBron, c'est une autre galaxie dans l'impact, dans la puissance de performance qu'un Steph Curry. Même si Steph a bien sûr révolutionné le jeu, mais c'est là où il est quand même un ton en dessous de LeBron. Ok, je crois qu'il y a Martin qui avait une petite réaction, et notamment Arden, je crois. Martin, non? Oui, excuse-moi de te couper, Melvin. Pour moi, James Harden, c'est l'un des plus grands attaquants de cette décennie. Est-ce que vous pensez qu'il a une conversation
dans cette discussion pour la décennie ou pas? Parce que vraiment, offensivement, il apporte quelque chose, il est toujours à marquer des points, et on sait qu'en basket, c'est presque le plus important. Est-ce que pour vous, il a une place avec LeBron, avec Steph Curry dans le classement des meilleurs joueurs de cette décennie? Alors pour moi, c'est un non catégorique, rien que par rapport, et c'est un peu tu vois, ce que l'argument que je faisais avec Mike Trout, c'est que il a toujours, pour le coup, vraiment baissé en playoff et passé à côté en playoff. Après, c'est clair que par contre, c'est un talent offensif peut-être comme on n'en a jamais vu, et je pense que c'est plus sur la fin de la décennie. Mais après, pour moi, tant qu'il n'aura pas plus de succès en playoff, à mon avis, ce sera difficile de le mettre dans cette conversation. Donc à voir. Je sais pas ce que tu en penses, Angelo, mais pour moi, c'est non. Pour moi, c'était une course à deux chevaux avec LeBron d'un côté et Steph de l'autre. Et je pense que LeBron, c'est aussi plus sur la durée. Il a été là sur toute la décennie. Steph, ça a été plus sur les 6-5 dernières années de la décennie que sur l'ensemble de cette dernière décennie. Non, mais tout à fait. Tu sais, il faut prendre tous les paramètres en considération. On ne dénigre pas Steph Curry. Au contraire, on est admiratif et on adule Steph pour l'impact qu'il a eu sur la NBA et la révolution qu'il a créée à quasiment lui tout seul. Mais c'est clair que LeBron, pour tous les facteurs que j'ai mentionnés plus tôt, et aussi par rapport à cette stabilité où à lui seul il fait 8 finales d'affilée, ce qui est inégalé quasiment. Il faut retourner dans les années des 60s avec les Boston Celtics et Bill Russell. C'est là où on voit quand même que c'est un autre délire. Alors, ouais, juste un dernier truc sur Vas-y. Un dernier truc sur LeBron, c'est aussi en dehors du terrain, il a quand même il a permis un peu à la NBA d'être sur ces sujets un peu sociétaux, des problèmes sociétaux. Il n'hésite pas à répondre à président Trump sur Twitter. Il a ouvert une école à Akron pour des enfants défavorisés. Il a lancé Uninterrupted, la plateforme média pour donner la parole aux joueurs sous diverses formes. Il a aussi changé les sponsorships que les joueurs pouvaient avoir. Maintenant, c'est plus des partnerships en essayant d'avoir des parts en tant que propriétaire des différentes marques. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle, pour moi, il est le joueur de la décennie. Et tu vois, si maintenant on se concentre sur le flop, quelque part, il y a le joueur qui, pour moi, est le plus gros flop de la décennie. Il est un petit peu relié à LeBron parce que ça a été le premier choix de la draft des Cleveland Cavaliers. Juste au moment où LeBron est revenu dans la franchise. Et c'est Bennett, notre ami Bennett. Qu'est-ce que t'en penses, Melvin? Bah écoute, je vais te laisser décrire ces magnifiques années qu'il nous a données. Non, mais c'est absolument catastrophique. Déjà, il a le titre non officiel de pire premier choix de la draft de l'histoire de la NBA, parce qu'à un moment donné, il fait pire que Olowokandi ou Kwame Brown, et ça, c'est quand même assez fort, parce que faut vraiment aller chercher loin. C'est pas le manque d'opportunités que le gamin ait eu en plus, mais il finit sa carrière NBA de plus de 150 matchs avec des statistiques faméliques. Il a été échangé donc dans un package avec Wiggins pour les Wolves quand les Cavs ont récupéré Kevin Love, et pourtant les Wolves lui ont donné une opportunité de réussir. Ils comptaient sur lui, mais ils ont très vite vu que mentalement il n'avait pas l'étoffe pour pouvoir s'imposer en NBA. Et là où vraiment tu peux te dire que c'est un flop dans sa globalité, c'est que même quand il est parti à l'étranger pour essayer de relancer sa carrière, il a eu des statistiques faméliques. On voit très bien comparé à un Jimmer Fredette qui lui domine en Euroleague et a fait des statistiques en Chine tout à fait dans le standard des stars NBA qui s'exilent là-bas. Bennett, il n'existe même pas, quoi. 1,5 points en moyenne, une dizaine de minutes, sans relief, pas de spectacle, rien, aucun niveau. Bon, bah, ça le mérite d'être clair. Je pense que c'est sûrement partagé. Dites-nous ce que vous en pensez. Bennett, c'est vrai que c'est gros flop et ses carrières complètement ratées. Alors après, est-ce qu'il pouvait faire mieux et est-ce qu'on en a peut-être trop attendu de lui? C'est d'autres questions. Je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la NFL. Il y a énormément de joueurs. Ça va être compliqué sur la décennie de sortir un top player. Mais je fais confiance à Peter pour ça. Peter, on t'écoute. Oui, alors moi je tiens à dire aussi que je me suis concerté avec Benjamin Bernard, qui était là la semaine dernière. On s'est concerté tous les deux pour choisir nos top équipes, flop équipes et pour les joueurs.
Et alors oui, tu dis que c'est compliqué, mais en même temps, Tom Brady, j'ai envie de dire, parce que Tom Brady, comme on a cité les Patriots, mais Tom Brady, c'est la pierre angulaire hein, de cette franchise. On sait que le quarterback, c'est la position la plus importante, évidemment, en football américain. Il n'y a pas vraiment de comparaison dans les autres sports. Donc Tom Brady, 3 titres dans cette décennie. Et surtout, cette longévité incroyable. Il a débuté sa carrière en 2000. Il est dans sa 20e saison à 42 ans. Et il continue d'être performant, même s'il est un peu, on va pas se mentir, sur la fin, mais... sur le déclin, ça commence, on va dire, mais il a quand même fait, je le répète, mais 4 des 5 derniers Super Bowl. Et puis il a un bilan exceptionnel en playoff. Personne lui arrive à la hauteur, clairement. Sur cette décennie, en tout cas, Tom Brady est devenu le GOAT, le meilleur joueur de l'histoire du football américain. Et il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Et ton flop, alors, ton flop player Eh ben j'enchaîne, le flop. Alors là aussi c'était compliqué parce que tout à l'heure Angelo parlait de Dion Jordan. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui ont été draftés très haut et qui n'ont jamais vraiment prouvé leur potentiel ensuite arrivé en NFL. On a choisi un quarterback, on a choisi un joueur un peu plus, enfin un joueur qui est très populaire hein, aux États-Unis à la sortie de l'université. Avec Benjamin, on a choisi Johnny Manziel. Alors si vous connaissez pas Johnny Manziel, c'était le quarterback qui avait été drafté par les Browns en 2014. C'était surtout une superstar à l'université qui a remporté le Heisman Trophy, le titre du meilleur joueur universitaire, c'était en 2012. 2 ans plus tard, il est drafté au premier tour, 22e choix. C'est très haut à l'époque. Hein, les spécialistes de la draft disent oui, bon bah c'est un risque hein, pris par Cleveland et un risque qui va pas payer. Hein. C'est pour les Browns 2 petites saisons seulement dans la ligue pour celui qu'on surnommait Johnny Football. 8 starts, 8 matchs démarrés seulement, 2 victoires, 6 défaites et c'est tout. Ensuite, il ne retrouvera plus de place en NFL. Il était censé relancer la franchise de Cleveland, la franchise des Browns. Il y avait une énorme hype autour de Johnny Manziel. Les Cowboys ont failli le drafter également. Jerry Jones le voulait. Finalement, il a déçu. Et sur ces 10 dernières années, on peut retenir son nom comme vraiment l'une des grosses déceptions. Il n'est pas tombé au bon endroit, c'est vrai, mais il a eu du mal et il est resté que 2 saisons finalement dans la ligue. On parlait de Lamar Jackson la semaine dernière. Est-ce que Lamar Jackson peut être le joueur de la prochaine décennie ? Eh bien oui, parce que d'ailleurs je vais le comparer à celui qui est son remplaçant aujourd'hui, c'est Robert Griffin III. Lui aussi aurait pu être cité parmi les flops de la dernière décennie. Et Lamar Jackson, c'est un peu le même type de joueur, donc c'est un peu la même interrogation, même si Lamar Jackson, le talent est au-dessus, on l'a vu. Il faut surtout éviter les blessures avec ce genre de quarterback très mobile, qui va chercher le contact, qui court beaucoup plus qu'un quarterback comme Tom Brady, comme Peyton Manning, plus classique, qui reste dans sa poche de protection et qui évite les contacts sauf s'il se fait saquer. Donc Lamar Jackson, oui, il a tout pour, comme Patrick Mahomes hein, du côté de Kansas City et Deshaun Watson, même s'il est peut-être un petit cran en dessous. Les 3 quarterbacks du futur, ils sont là. Lamar Jackson, s'il n'y a pas de blessure, on devrait en reparler peut-être dans 10 ans pour la prochaine décennie dans Hype. Messieurs, vous avez peut-être des réactions à apporter aux propos de Peter sur ses tops, ses flops ? Oui, moi je voulais, si je peux me permettre, l'histoire de Johnny Manziel, est-ce que ça peut être la même pour Baker Mayfield, donc la superstar au collège, drafté par les Browns? On a l'impression que c'est un peu le même pattern. Alors oui, sauf que Baker Mayfield, déjà il a plus prouvé, hein, même sur la fin de saison dernière. Cette saison c'est plus compliqué, mais sur la fin de saison dernière, il a déjà fait mieux que Johnny Manziel. Hein. Il a gagné des matchs, il a sur certains jeux, sur certains plays, il a vraiment montré qu'il avait le talent pour jouer en NFL, donc j'espère pas pour lui, j'espère pas pour Cleveland. Hein. J'aimerais bien que Baker Mayfield devienne un quarterback, un franchise quarterback. Mais c'est vrai, t'as raison de le dire, ça pourrait être le même destin. En tout cas, même si il part dans 2 ans de la NFL, il aura quoi qu'il arrive une meilleure carrière que Johnny Manziel. Angelo, question peut-être ? Moi, juste comme j'avais mentionné Dion Jordan, mais c'est aussi un peu personnalisé dans le sens où dès qu'un joueur des Ducks fait un peu de la merde, excusez-moi de le dire comme ça fait toujours sourire parce qu'il y a une telle rivalité entre les Beavers et les Ducks que c'est un peu une guéguerre. On se jette des crottes de nez au possible dès que l'opportunité se présente, donc c'est pour ça j'en ai profité. T'as eu raison, on aime bien ce genre de rivalité, c'est très américain, on aime beaucoup. Ah écoute, hein, si on s'imprègne pas de cette culture-là, on rate un truc. Ok, bon, écoutez messieurs, je vous propose de conclure là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse nous dire, on voulait évoquer
les franchises qui étaient les mieux positionnées pour entrer dans cette nouvelle décennie et éventuellement se positionner comme des franchises très très importantes. Le temps nous manque. On arrive, c'est vrai, pour certains, à la fin d'une ère, on a parlé de Tom Brady. Je pense qu'il ne sera pas là dans 5, 6, 7 ans. LeBron, peut-être pas. Donc, il y a peut-être des nouveaux joueurs émergents. Donc, on va essayer d'être attentif et de voir quelle franchise, quel joueur peut éclater dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. On vous remercie d'avoir été là pour cette quatrième opus de Hype. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année entre amis et en famille. Surtout, profitez-en bien pour vous ressourcer. Quant à nous, on sera là. Pas d'émission la semaine prochaine, on sera de retour le 7 janvier pour réattaquer de plus belle sur toutes les actus hype dans notre émission. Merci encore, à très bientôt, bonne fête de fin d'année, ciao.